que c'est le début d'une suite de... Oui. Et ça s'appelle comment? Pensée entre la peste et le corona. Le premier épisode, c'est épidémiologique. D'accord. Non, 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 mais on fait comme s'il y avait... On sait qu'il y a des gens, hein. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, il faut que je m'adresse à vous. Alors, c'est un cours complètement improvisé, c'est parce que, voilà, vous êtes confinés. On a été pris au dépourvu. On est face à ce qui, tout d'un coup, est plus fort que nos contrôles et nos projections. Et donc, on va essayer de dire quelque chose. On va essayer surtout de passer de la sidération à la considération. Ça sera là notre tâche. Et cette tâche renvoie à celle de, justement, de ce que Pascal appelle le roseau pensant. On oublie, parce que vous savez, quand un mot devient une sorte de cliché, on oublie la source de l'expression et puis aussi son sens profond. Mais si vous lisez tout le passage de Pascal sur le fameux roseau pensant, voilà ce qu'écrit Pascal. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Voilà, on pourrait dire une gouttelette respiratoire aujourd'hui. Mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue, parce qu'il sait qu'il meurt, et l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien. C'est intéressant ce passage sur le roseau pensant. Le roseau, c'est pas celui qui fléchit et ne rompt pas, hein, de la fable de La Fontaine, c'est plutôt ce qui est extrêmement fragile, qui est exposé à la mort, et la pensée apparaît justement dans cette confrontation à la mort. Parce qu'après, Pascal dit « Toute notre dignité consiste donc dans la pensée ». Donc notre dignité, au moment même où la vapeur, la goutte d'eau nous atteint pour nous tuer, c'est de continuer à penser. Dans un autre fragment qui est mis juste après, dans l'édition Brunswick des pensées de Pascal, Pascal dit « Par l'espace, l'univers me comprend et m'engloutit comme un point. Je suis rien dans l'espace. Mais par la pensée, je le comprends. C'est moi qui comprends l'univers par la pensée. » Alors ici, on voit un lien très fort entre humilité et dignité. Au moment même où on découvre que l'on est un point, que l'on est fragile, que notre existence est extrêmement précaire, à ce moment même, on découvre que aussi il y a quelque chose que nous possédons, c'est cette faculté de penser, de méditer sur ce qui nous arrive et d'entrer en nous-mêmes. Alors c'est ce qu'on va essayer de faire ici, en essayant de penser pour comprendre le virus. Ouais, notre grandeur, c'est même pas seulement de penser, c'est d'être capable de nous décentrer et d'essayer d'adopter même le point de vue d'une autre espèce. Notre grandeur ici, alors même que le virus nous attaque comme un ennemi, ça sera d'essayer d'entrer dans sa logique. Voilà. C'est ça l'enjeu de cette première conférence, voyez, entrer dans la logique virale. Et ça renvoie d'ailleurs à quelque chose qui existe en jeu vidéo, qui a été fait par un concepteur qui s'appelle Ndemix. Il y a un jeu que beaucoup connaissent et qui connaît un regain, enfin voire même un succès extraordinaire en ce moment, qui s'appelle Plague Incorporated, où il s'agit d'inventer soi-même un virus avec différentes caractéristiques, symptômes, degrés de virulence. Alors est-ce que c'est une pneumonie? Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, une sorte de crise épileptique qu'il procure, etc. Et à chaque fois, la stratégie du jeu, c'est que notre virus puisse éradiquer toute vie humaine sur la Terre. Mais il faut jouer avec des réactions sanitaires. Par exemple, si le virus se propage trop vite de manière très violente, immédiatement il va y avoir une réaction sanitaire de barrage qui fait qu'on ne va pas pouvoir envahir tous les territoires. Donc il faut y aller progressivement, ou alors il y a aussi la réaction du système immunitaire. Voilà. Et on doit réfléchir à des mutations, des logiques où il faut anticiper, par exemple, des confinements trop rapides. Le but, c'est vraiment d'être le plus performant
pour détruire l'humanité. C'est ça l'enjeu. En réalité, il y a quelque chose qui ne marche pas tout à fait, on le verra, avec la vraie logique virale dans ce jeu. Parce que un virus, ultimement, ne peut pas viser complètement l'extinction de ses hôtes. Et ça sera ça qui nous intéressera premièrement. Alors, vous savez que le virus, c'est un être qui est à peine vivant. On ne sait pas s'il faut le mettre du côté du minéral ou déjà des premières formes de vie, parce que quand il est laissé à lui-même, il est entièrement passif. C'est une sorte de petites choses inertes. Et pour qu'il commence à développer des capacités proprement vivantes, c'est-à-dire se nourrir, interagir avec son milieu et se multiplier, il faut qu'il investisse un être vivant, un autre être vivant, une cellule vivante. Et donc, c'est très intéressant, c'est l'émergence même de la vie qui se joue au niveau viral. Mais en même temps, déjà, on aperçoit quelque chose qui est le propre de la vie, c'est-à-dire de poursuivre une finalité et même de manifester une sorte d'intentionnalité. Comme si, vous voyez, c'est comme si le coronavirus, si on regarde bien, avait une stratégie mondiale. Il utilise nos infrastructures, les avions, l'urbanisation pour se propager. Et même, il utilise, lui, c'est ça sa particularité, on en reparlera, mais il utilise notre tendresse. Parce que tous nos gestes d'affection deviennent dangereux, et au contraire, il faut inventer ce qui s'appelle aujourd'hui des gestes barrières. Cette expression incroyable, le geste barrière. Alors, justement, c'est cette question-là. Comment est-ce qu'un virus, puisqu'il dépend toujours de son hôte, comment est-ce qu'un virus prend le contrôle ? Il y a un texte très intéressant de ce zoologue suisse, alémanique, qui s'appelle Adolf Portmann, qui a enseigné longtemps à Bâle. C'est l'auteur, bien sûr, célèbre de La forme animale, c'est-à-dire un penseur de la vie où il ne cherche pas à faire... Enfin, il fait l'inverse de ce que font généralement les physiologistes et les généticiens, c'est-à-dire qu'au lieu de voir la forme vivante, on essaye de voir le code génétique ou le sac d'organes physiologiques qu'il y a derrière l'animal. Non, lui, il dit, mais tout cela, le code génétique, n'est pas, et pas pour lui-même, il est pour que se déploie une forme vivante et qu'elle se manifeste même dans le visible. Et la thèse de Portmann, c'est que l'oiseau ne chante pas pour se reproduire, pour marquer son territoire. L'oiseau chante bien sûr, et ça lui sert à marquer son territoire, à se reproduire, mais il marque son territoire, il se reproduit pour continuer à chanter, pour qu'il y ait toujours cette espèce d'oiseau avec son plumage et son ramage particulier. Voilà. Et ça, c'est le cœur de la pensée de Portmann, c'est-à-dire que le vivant se déploie avec une finalité et qu'il se donne à voir. Mais il y a un autre aspect où il essaye de penser une intentionnalité qui n'est pas l'intentionnalité glorieuse de la manifestation des vivants, mais une intentionnalité qui a l'air d'être démoniaque. Et il emploie d'ailleurs lui-même le mot démoniaque. Et il a, à ce sujet, écrit un texte reprenant les descriptions d'un spécialiste allemand, Müller, un texte sur le virus de la rage. C'est mon ami Jacques De Witt qui m'a alerté sur ce texte et que j'avais vu enseigner sur ce sujet. Donc je salue Jacques, salut si tu nous vois. Il est confiné là, à Bruxelles, dans la rue du villageois où il habite, alors je le salue. Voilà ce que dit Portmann. Il dit que quand on regarde les symptômes du virus de la rage, en fait, symptômes de la rage, on a un patchwork difficilement explicable. Alors il y a 4 types de symptômes, on pourrait dire de changements même de comportement. Premièrement, celui qui est atteint de la rage manifeste une agressivité accrue, avec bien sûr la pulsion de mordre, spécialement chez le chien, parce que c'est une pathologie qui affecte l'homme aussi bien que le loup et le chien. Deuxièmement, un besoin de marcher, une sorte de pulsion de mobilité. Mordre, être mobile. Troisièmement, et ça c'est très étonnant, une crainte
de l'eau. Pourquoi est-ce qu'on a peur de l'eau? On essaye d'éviter absolument l'eau. Et enfin, quatrième chose, on observe chez le malade de la rage des crampes dans la gorge et l'œsophage qui l'empêchent d'avaler, de déglutir. Alors, quand on regarde ça, on a 4 symptômes et on n'en voit pas complètement la cohérence, parce qu'on adopte un point de vue extérieur et humain. Mais si l'homme se décentre et se met à la place du virus, à ce moment-là, on est face à un faisceau cohérent de symptômes et on voit l'unité complète du déploiement de ces symptômes. Voilà ce que dit Portman, il dit « Les manifestations de la rage, envisagées du point de vue de l'homme, sont d'abord une somme fortuite de mots dépourvus de sens, des conséquences apparemment anarchiques d'une infection. Mais, si nous changeons le point de vue et recherchons une perspective biologique au centre de laquelle se trouve la forme vivante du virus, notre appréciation se modifie entièrement. Si nous rapportons ces différents symptômes aux nécessités virales du virus, les manifestations de la rage chez l'homme, le chien et le loup deviennent d'un seul coup cruellement doués de sens. Tout à coup, cela se rassemble dans un ensemble cohérent. Ces symptômes épars se rassemblent dans un ensemble cohérent parce qu'on comprend que tout est là pour transmettre au maximum le virus. Pourquoi l'agressivité mordre? Ben oui, pour affecter un autre. Pourquoi cette pulsion de marcher? Précisément pour essayer de rejoindre d'autres hôtes possibles pour le virus. Pourquoi aussi le fait de ne pas boire et d'avoir du mal à déglutir pour que les virus se multiplient de manière très riche dans la bouche. Sinon, vous voyez, cette dilution, tout se perdrait dans l'eau. Et tout ça se comprend. Il y a quand on adopte ce point de vue du virus, tous ces symptômes prennent sens et on voit qu'on assiste à une prise de contrôle. Alors avec le coronavirus, bien sûr, vous pouvez dire pourquoi est-ce qu'on tousse? Bien sûr, c'est une réaction inflammatoire, la toux, mais en même temps, la toux, c'est une projection de soi, une manière d'aller, de s'ouvrir à l'autre, comme on pourrait dire, du point de vue du virus, vous comprenez? La deuxième chose, c'est qu'il y a ce phénomène dans le coronavirus qui est très intéressant, qui est une stratégie formidable, c'est de multiplier à 90% de porteurs sains, asymptomatiques. C'était le problème du SRAS qui était peut-être plus violent, mais le SRAS, vous voyez, on devenait contagieux au moment des premières fièvres. Donc on avait tout de suite un signal qui nous appelait au confinement. Alors que là, vous voyez, on ne sait pas qui il faut isoler, qui il ne faut pas isoler. Donc l'idée, c'est d'isoler tout le monde. Enfin bon, il y a toujours ce problème-là qui se pose. Et la logique des porteurs sains, c'est assez génial, quoi. Enfin, je veux dire, je dis pas qu'il y a des ingénieurs coronavirus qui se sont mis derrière et qui se sont dit comment est-ce qu'on va faire pour se répandre et tout. Mais, vous voyez, il y a des choses qui sont vraiment de cet ordre-là. Et puis, l'autre aspect, vous avez vu, c'est intéressant, pour la rage, il y a l'agressivité, il faut mordre pour que ça se transmette, il faut qu'il y ait un contact avec le sang. Là, pas besoin. Et c'est comme si la prise de contrôle se faisait à l'inverse de la rage. La rage, c'est la colère. On pourrait dire que là, qu'on est face à une sorte de pathologie plutôt compassionnelle, pleine de tendresse. D'ailleurs, on sait qu'en Corée du Sud, c'est dans une sorte de secte chrétienne où il y a beaucoup de bisous, d'attouchements, etc. Et on pense que le patient zéro a été une femme qui est arrivée et qui, au moment du baiser de paix, et là c'était plus qu'un baiser de paix, c'était une série d'attouchements de paix, on pourrait dire, eh bien, elle a contaminé tout le monde, elle a inventé un foyer. Imaginez que de la même façon que la rage donne une pulsion agressive, peut-être on peut imaginer que le virus lui-même nous induit à être gentils et à nous faire des câlins. On pourrait imaginer une prise de contrôle de cet ordre-là. Et à ce moment-là, on aurait encore un symptôme, la gentillesse, la compassion, mais qui devient justement un moyen de propagation virale. Et puis la troisième chose, ça c'est chapeau Corona, c'est vraiment la prise de contrôle de l'économie mondiale. Ça c'est très très bon. Elle a fait
c'est une infection qui devient une infection boursière, qui devient une infection, vous voyez. Alors, est-ce que ça sert la stratégie du virus? Ça, on ne sait pas. Mais c'est très intéressant. Ce qui a servi quand même au virus, c'est les vols internationaux, ce sont les grands centres urbains où les gens sont beaucoup plus proches les uns des autres, etc. Alors, ça c'est le premier point, vous voyez, adopter le point de vue du virus et on voit qu'on ressaisit les symptômes autrement. Maintenant, il y a autre chose qu'on pourrait faire, qui est de penser la virulence elle-même. Penser la virulence, c'est entrer dans ce qu'on pourrait appeler une théorie du compromis. Toujours. Pour la raison suivante, qui est une raison très simple. Un prédateur a toujours besoin de sa proie. Donc, ultimement, le prédateur doit veiller à ce qu'il y ait toujours des proies, et voire même à ce que ces proies se multiplient. Vous voyez, si le tigre était intelligent, il inventerait des centres de reproduction des gazelles. Vous voyez, je sais pas moi, des endroits style club méditerranéen où les gazelles, mâles et femelles, peuvent se retrouver, copuler ensemble, produire des petits. Et, vous voyez, parce qu'il faut forcément qu'il y ait des proies, sinon c'est fini. Puis après, il les relâche en liberté, parce que le plaisir du tigre aussi, c'est de courir après. Donc, vous voyez bien que si un prédateur dévore toutes ses proies, c'est fini pour lui. Dès lors, il doit trouver un compromis entre son appétit, voyez, et une anticipation sur le futur et sa survie finalement. Alors c'est ça, la théorie du compromis qu'il y a lorsqu'on pense la virulence. Il y a premièrement une version très optimiste qui pense que la relation entre le parasite et son hôte, spécialement un virus, vous voyez, qui a besoin d'un vivant pour pouvoir exister comme vivant, ces relations vont toujours peu à peu s'apaiser. C'est-à-dire qu'on doit aller vers le mutualisme. Chacun va profiter. Le parasite doit finir par ménager son hôte pour assurer sa propre survie. Et on arrive à ce qu'on a appelé, c'était une thèse traditionnelle en épidémiologie, l'hypothèse de la virulence, vous voyez, L''A virulence. C'est-à-dire qu'à la fin, le virus devient avirulent. Au lieu de détruire son hôte, vous voyez, il va trouver sa place en lui, avec lui. C'est ce qu'on voit avec des bactéries, par exemple. Toutes les bactéries qui forment notre microbiote, on en parle beaucoup aujourd'hui, nous vivons grâce à un grand nombre de bactéries en nous. Et il y a aussi en nous des virus avirulents et même des virus qui ont été intégrés à notre génome. C'est-à-dire des virus qui sont devenus endogènes au cours de l'histoire et de l'évolution. Pas seulement endogènes, ça ne veut pas simplement dire qu'ils ne sont plus pathogènes pour nous, mais ça veut dire que désormais, ils appartiennent à notre patrimoine. Il y a un chercheur au CNRS qui s'appelle Clément Gilbert, qui déclare que 8% du génome humain dérive de rétrovirus. Et il ajoute « L'écrasante majorité des virus non seulement ne peut pas infecter l'homme, mais joue un rôle crucial dans son écosystème interne. Le corps d'un homme adulte sain abrite plus de 3000 milliards de virus. » On voit ici que la symbiose prime sur la concurrence. Et du reste, même pour qu'il y ait concurrence, il faut qu'on concourt à quelque chose. Et ça veut dire qu'on concourt ensemble. Et il y a toujours une manière d'être ensemble qui va précéder même la rivalité. Même la rivalité. Et donc le modèle purement concurrentiel, chacun pour soi, d'un certain premier darwinisme social, ne fonctionne pas. Il y a d'abord des collaborations. Et même ultimement, la rivalité ici doit se changer en collaboration. C'est ça la thèse. Non seulement la symbiose précède, le concours précède la concurrence, mais ultimement la concurrence, même dans la rivalité, doit aboutir à une mutualité, parce que c'est l'avantage du virus que de préserver son hôte. Alors, il y a une version moins optimiste qui est opposée à l'hypothèse de cette avirulence ultime.
parce que cette avirulence est peu constatée, du moins dans les échelles de temps qui nous concernent, peut-être dans des grandes échelles de temps de type évolutionniste, mais enfin à notre niveau, non. Et alors on est plutôt dans une vraie théorie qu'on appelle l'hypothèse du trade-off, ça veut dire du compromis, de l'arbitrage entre deux paramètres. Compromis entre virulence, c'est-à-dire violence, attaque de l'hôte, et transmission. L'hôte, pour le virus, est à la fois un aliment et un vecteur. Donc, si il le tue trop vite, il écourte la durée d'infection et donc la possibilité de propagation. Inversement, si les symptômes sont vraiment trop faibles, à ce moment-là, l'infection est trop faible et il n'y a pas non plus de transmissibilité. Donc, les parasites doivent adopter un niveau optimal de virulence. C'est-à-dire une violence qui va peut-être finir par tuer l'hôte, mais après un certain temps. Et le mieux, d'ailleurs, c'est d'être déjà présent et de manière latente, cachée, pour pouvoir se communiquer, se transmettre, et après, vous voyez, éventuellement éliminer l'hôte. Donc vous voyez, il y a cette sorte d'optimum et on retrouve une logique ici qui est très intéressante parce que ça renvoie à ce que disait Lévinas à propos même de la haine. Celui qui hait a besoin que sa victime le voit en train de le haïr et de le détruire. Et alors il manifeste cette chose très particulière. Lévinas, il dit celui qui hait veut réduire l'autre à un objet et l'écraser, mais en même temps, il faut que l'autre reste un sujet pour pouvoir se voir en train d'être changé en objet. C'est le problème du tortionnaire. Il ne faut pas que la victime s'évanouisse complètement. Si elle s'évanouit complètement, non. Il faut qu'elle soit présente et qu'elle se voit en train d'être avilie. Donc il faut la maintenir encore comme une personne consciente et pas aller jusqu'à l'inconscience totale. Voyez. Et c'est pour ça qu'il y a une ambivalence dans la haine. Il y a un passage aussi très célèbre du poète Henri Michaud, vous savez, qui dit qu'il voudrait tuer sa femme, mais le problème c'est que s'il la tue une fois, c'est pas assez. Je dis ça, c'est des conseils pour les gens qui sont en confinement et qui ont déjà des problèmes qui commencent à se manifester. S'il la tue une fois, c'est pas assez. Comment faire pour la tuer tous les jours, voyez. Donc la maintenir en vie. Une sorte de compromis, et à la fin, il y a des couples qui ont une très grande longévité, précisément à cause de ce compromis, vous voyez, c'est pour pouvoir tuer sa femme chaque jour, et c'est à peu près ça. Donc la logique virale est très intéressante de ce point de vue-là. On arrive toujours à des logiques de compromis, et ici d'optimum. Sachant que la théorie du compromis, elle est aussi du côté de l'homme qui va être infecté par le virus. C'est la logique, par exemple, de Mithridate, ce roi qui craignait l'empoisonnement et qui prenait des petites doses de poison, vous savez, chaque jour. Comme ça, quand on allait lui verser vraiment une grande dose, eh bien, il serait immunisé. Bien, là encore, on doit trouver un compromis, nous, entre la protection et l'immunisation. L'immunisation qui suppose une exposition. Donc, entre, vous voyez, protection, exposition. On a vu que la première politique de Boris Johnson, c'était de dire on va aller vers l'immunité de groupe, donc il ne faut pas trop se confiner. Puis maintenant qu'on lui a fait des pronostics assez terribles du nombre de morts qu'il pourrait y avoir à Londres, voilà, en Angleterre, il recule et il prend des mesures de confinement. Sachant que ces mesures de confinement restent dans un compromis et font un choix à l'intérieur du compromis. Il y a un épidémiologiste, William Dabb, qui dans le Figaro est celui qui a lancé d'ailleurs la formule « Nous sommes en guerre », qui sera reprise par le président de la République, Emmanuel Macron. Mais William Dabb, qui était directeur général de la santé durant le SRAS en France, il dit qu'il y a une hypothèse selon laquelle en France il pourrait y avoir 300 000 morts. 300 000 morts, c'est beaucoup.
tout le monde infecté à peu près, enfin voilà, grand nombre, et puis 1% de victimes, 300 000 morts d'emblée. Et il est le défenseur du confinement pour éviter ce nombre de morts. En même temps, dans la suite de son entretien au Figaro, il y a des paroles extrêmement ambiguës qui montrent bien qu'on est en train de jouer avec un compromis. Voilà ce qu'il dit. Si l'on parvient à stopper l'épidémie et que moins de 30% de la population est infectée et donc immunisée, alors le virus aura le champ libre pour faire son retour à l'automne. Et il faudra recommencer ce que nous faisons maintenant. En revanche, si 60% à 70% de la population sont contaminés pendant une première vague, avec le bilan humain que l'on imagine, bilan lourd, cela pourrait conférer une solide immunité de groupe par la suite. Une deuxième vague serait moins sévère, s'il y en a une. C'est une maigre consolation, mais ce serait déjà ça. Donc il dit il faut se confiner, mais en même temps, et il dit ce serait sous un certain rapport mieux que 70% de la population soit infectée. Bon, ça pose différents problèmes en réalité. La logique du confinement n'a pas pour but de limiter en fait l'infection, mais de l'étendre dans le temps, parce qu'il y aura une seconde vague en fait. Plus on est confiné, plus il y aura possibilité d'ouvrir une seconde vague sévère. Mais on l'étend dans le temps pour protéger le système sanitaire, qui est suffisamment de lits par rapport au nombre de cas sévères. Et puis la deuxième chose, c'est aussi se laisser le temps de trouver peut-être un vaccin, en tout cas des remèdes. Mais vous voyez, on est dans ce compromis, parce que s'il y a plus de confinement, il y a moins d'immunité. C'est la même chose avec l'invention, vous voyez, des maladies nosocomiales. Plus d'antibiotiques, plus de souches bactériennes résistantes. Et on est pris dès lors dans une sorte de combat sans fin où il faut pas trouver des accommodements avec l'ennemi, mais enfin où l'on voit qu'il y a toujours ce mal qui est irréductible et avec lequel on n'en a jamais complètement fini. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire du point de vue philosophique ? On va faire trois conclusions, l'une pratique, l'autre qui relève de la philosophie du vivant, et puis la dernière qui est une conclusion plus métaphysique. La première qui est pratique, c'est que, vous voyez, la logique du virus met notre progressisme à mal. Plus on va mettre de résistance, il y aura toujours des mutations, des réactions, il y aura des souches plus résistantes. Plus on va se protéger, voyez, et moins il y aura d'immunité. Et donc on voit bien que le temps tel qu'il se déploie n'est pas un cheminement linéaire vers le bien absolu. C'est la double croissance du bon grain et de l'ivraie. Et un progressisme pur, vous voyez, n'a pas lieu d'être quand on est face à cette épidémie, et que l'on voit que notre société de contrôle, de prédiction, d'anticipation s'effondre tout d'un coup. La deuxième chose, ça relève de la philosophie du vivant. Un être vivant poursuit une finalité qui est de maintenir son espèce singulière dans le monde. Mais pour le maintenir, il y a forcément une logique de concurrence, mais il y a aussi une logique d'association. Parce qu'un vivant vit toujours dans un milieu, avec d'autres vivants. Et donc, la symbiose, comme je l'ai dit, précède et même est plus profonde que toute forme de concurrence. Enfin, le troisième point, qui est un point métaphysique, vous savez qu'en métaphysique, le mal n'est pas quelque chose, il est une privation. Il n'y a de désordre que parce qu'il y a d'abord un ordre. Il n'y a de maladie que parce que la maladie est privation de la santé. S'il n'y avait pas de santé, il n'y aurait pas de maladie. Donc le mal, toujours, présuppose le bien. C'est ce qu'on voit, le bien est premier et antérieur. Le virus va dévorer son hôte, oui, mais en même temps, il aura toujours besoin de son hôte. Et il y a un moment où, après avoir tué un certain nombre de personnes, il va devoir muter. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec le SRAS, c'est très drôle, enfin, pour ainsi dire. Le SRAS était extrêmement dangereux, plus dangereux que le coronavirus.
Cependant, il se manifestait et il devenait contagieux à travers des fièvres. Mais on a mis du temps donc on a confiné les personnes et puis on a trouvé un vaccin. Mais au moment où on pouvait vacciner les gens, le virus avait muté et au lieu d'avoir des symptômes létaux, enfin dangereux, mortels, eh bien, il s'est changé en gros rhume. Donc l'épidémie est devenue, et c'est ça l'avenir toujours, une maladie endémique, et une maladie endémique finalement qui devient de plus en plus bénigne. Mais bien sûr, d'autres formes virales peuvent apparaître, etc. Donc ça, c'est le fait que le mal présuppose le bien et qu'il y a un moment où il faut que le bien reste, où il faut qu'il y ait de l'être encore pour qu'on puisse l'attaquer, sinon ça ne marche plus. Et c'est ça ce qui se joue profondément dans notre vie en général. Si nous avons l'angoisse de la mort à cette heure, où nous respirons encore, pour combien de temps, c'est précisément parce que nous avons vu d'abord qu'il était bon d'être en vie. L'émerveillement précède toujours la supplication. Comme le dit le célèbre vers de Rainer Maria Rilke, seule la louange ouvre un espace à la plainte. Si je me plains, c'est d'abord parce que j'ai vu la bonté des choses et que je suis blessé de les voir attaquées à ce point, détruites, mises à mal. Et donc il y a toujours un émerveillement qui est à l'arrière-plan même de notre supplication. Voilà, pour finir, on finira toujours comme ça. On peut reprendre la parole du père Panelou dans La peste d'Albert Camus. Très très bonne lecture, lecture d'anticipation en fait, que La peste d'Albert Camus. Et on verra d'autres livres dans la suite de cette série. Voilà ce que dit le père Panelou. Aujourd'hui encore, à travers ce cheminement de mort, d'angoisse et de clameur, la peste nous guide vers le silence essentiel et vers le principe de toute vie. Merci. Oh, Parfait. super.